Dans un petit village niché au creux d'une montagne verdoyante, où les sentiers poussiéreux serpentaient entre des maisons modestes, vivait une petite fille prénommée Anaïs. À 6 ans, ses yeux pétillaient d'une innocence encore intacte, et son cœur battait au rythme de l'amour qu'elle portait à son père, Étienne. Cet homme robuste, aux mains calleuses d'avoir travaillé dans les champs et à la mine, était son héros. Chaque jour, lorsqu'il rentrait du travail, Anaïs courait vers lui, ses petites jambes trébuchant sur les pierres du chemin, pour se jeter dans ses bras. Leur lien était d'une pureté rare, un amour perfide tissé de rires, de chansons fredonnées sous les étoiles et de promesses muettes. La famille d'Anaïs vivait simplement. Sa mère, Marie, une femme douce mais ferme, s'occupait de la maison et des 5 enfants. Anaïs, ses 2 frères aînés, Paul et Jean, et ses 2 petites sœurs, Clara et Sophie. Leur maison, perchée sur la colline, était modeste, avec des murs de terre cuite et un toit de tôle qui chantait sous la pluie. Malgré la pauvreté, il y avait de la chaleur dans leurs murs, des éclats de rire autour de la table et des histoires racontées à la lueur d'une lampe à pétrole. Mais un jour, tout bascula. C'était un midi ensoleillé, un de ces jours où la chaleur faisait vibrer l'air. Anaïs, assise sur les marches de l'escalier menant à la maison, guettait le retour de son père. À 13 heures, elle aperçut enfin la silhouette familière d'Étienne, descendant de la vieille camionnette qui le ramenait du travail. Son cœur s'emballa. Elle bondit, criant « Papa !» Étienne, un sourire fatigué mais sincère sur le visage, lui fit un signe de la main tout en gravissant les marches de pierre usées par le temps. Mais alors qu'il secouait ses bottes pour en chasser la poussière, un mouvement furtif attira l'attention d'Anaïs. Un serpent, fin et rapide, glissa dans le pantalon de son père. Étienne, inconscient du danger, continuait de marcher. Puis, dans un geste brusque, il tapa des pieds pour nettoyer ses chaussures, et le serpent, délogé, tomba à terre. Avant que quiconque ne puisse réagir, la créature planta ses crocs dans la cheville d'Étienne. Un cri déchira l'air. Anaïs, figée, vit son père vaciller. Marie accourut, alertée par le bruit, tandis que Paul, l'aîné, attrapa une pierre et écrasa le serpent. Dans la panique, Jean courut chercher une torche pour brûler la dépouille, comme le voulait la superstition locale. Mais le mal était fait. Étienne s'effondra, son visage luisant de sueur, ses lèvres tremblantes. Anaïs, pétrifiée, regardait son père, cet homme qu'elle croyait invincible, s'affaiblir sous ses yeux. Marie appela le médecin du village, un vieil homme nommé docteur, Lambert, qui arriva avec sa sacoche usée. Il examina la morsure, appliqua un garrot et administra un sérum antivenimeux, mais ses yeux trahissaient son inquiétude. « Il faut le transporter à l'hôpital de la ville », murmura-t-il. La famille, désemparée, n'avait ni voiture ni argent pour un tel voyage. Étienne, entre 2 accès de fièvre, murmura à Anaïs « Ne t'en fais pas, ma petite étoile. Papa va s'en sortir. » Mais Anaïs, même à 6 ans, sentait que quelque chose s'était brisé. Cette nuit-là, alors que son père luttait contre le venin, elle s'endormit en pleurant, serrant contre elle la vieille chemise de son père, imprégnée de son odeur. Miraculeusement, Étienne survécut. Mais il ne fut plus jamais le même. Le venin avait affaibli son corps, et les années qui suivirent furent marquées par une série d'accidents étranges, comme si une malédiction pesait sur lui. Une chute dans la mine lui brisa une jambe. Une infection mal soignée le cloua au lit pendant des mois. Chaque incident semblait éroder un peu plus la force de cet homme jadis robuste. Anaïs, grandissant, voyait son père s'éteindre à petit feu, et son cœur d'enfant se chargeait d'une angoisse qu'elle ne savait nommer. À 14 ans, Anaïs était une adolescente réservée, mais toujours attachée à son père. La famille avait déménagé dans une petite ville à la périphérie de la capitale, cherchant une vie meilleure. Leur nouvelle maison, un logement exigu en parpaing, était loin de la montagne qu'Anaïs aimait tant. Mais elle s'adaptait, portée par l'espoir que son père retrouverait la santé. Un dimanche, après la messe, Anaïs croisa Étienne dans la rue. Il semblait fatigué, mais ses yeux brillaient encore lorsqu'il la regardait. « Papa, emmène-moi avec toi » supplia-t-elle, sentant un besoin inexplicable de rester à ses côtés. Étienne rit doucement. « Non, ma chérie. Ta mère me gronderait. Rentre à la maison, je reviens bientôt. » Anaïs insista, une boule d'angoisse montant dans sa gorge, mais son père resta ferme. « Rentre, Anaïs. Je t'aime. » À contre-cœur, elle obéit. Cet après-midi-là, elle joua avec ses amis dans la cour, essayant d'ignorer le pressentiment qui la rongeait. À 15 heures, alors que Marie écrasait des légumes sur la véranda, une voiture s'arrêta devant la maison. 2 hommes en descendirent, le visage grave. Anaïs, jouant à quelques mètres, s'immobilisa. « Bonjour, madame. Votre mari est-il là » demanda l'un d'eux. Marie, intriguée, répondit «
Non, il est en ville. Pourquoi? Les hommes échangèrent un regard. Madame, nous sommes désolés. Votre mari a eu un accident de voiture. Il n'a pas survécu. Un hurlement déchira le silence. Marie s'effondra, criant « Non, ramenez-le. Ce n'est pas vrai. » Anaïs, pétrifiée, sentit son corps s'engourdir. Une sensation étrange l'envahit, comme si une partie d'elle s'arrachait de son âme. Elle tomba à genoux, incapable de pleurer, tandis que le monde autour d'elle s'effondrait. Après la mort d'Étienne, la famille sombra dans le chaos. Marie, brisée par le chagrin, décida de retourner dans son village natal, auprès de sa propre famille. Anaïs, ses frères et ses sœurs suivirent. La vie dans ce nouveau village était dure. Sans les revenus d'Étienne, Marie se mit à vendre des gâteaux et des boissons artisanales dans les rues, travaillant jusqu'à l'épuisement pour nourrir ses 6 enfants. Quelques années plus tard, Marie rencontra un homme, Bernard, un veuf taciturne qui promettait de subvenir aux besoins de la famille. Au début, Anaïs voulut y croire. Mais Bernard se révéla violent. Les disputes éclataient souvent, et Anaïs, devenue une adolescente de 17 ans, voyait sa mère encaisser les coups en silence. Un soir, n'y tenant plus, elle s'interposa. « Arrêtez. Vous n'avez pas le droit de la frapper. » cria-t-elle, les poings serrés. Bernard, surpris, la repoussa violemment, mais Marie intervint, protégeant sa fille. Cet incident marqua Anaïs. Elle jura de ne jamais laisser quiconque briser sa famille à nouveau. Mais la vie n'était pas tendre. Anaïs, bien que brillante, dut abandonner ses études après le lycée. Les frais scolaires étaient trop élevés, et Marie avait besoin de son aide pour vendre au marché. Anaïs accepta son sort, mais une part d'elle rêvait d'un avenir meilleur. À 20 ans, Anaïs rencontra David, un jeune homme doux et ambitieux, employé de banque dans une ville voisine. Leur rencontre, lors d'un festival local, fut comme une lueur dans l'obscurité. David, avec son sourire chaleureux, voyait en Anaïs une force qu'elle-même ignorait. Ils se fiancèrent rapidement, et pour la première fois depuis des années, Anaïs sentit la vie reprendre des couleurs. David l'encouragea à reprendre ses études. Il l'inscrivit à une formation en comptabilité, payant les frais de sa poche. Anaïs, reconnaissante, se plongea dans ses cours avec détermination. À 26 ans, elle décrocha un emploi d'aide comptable dans une petite entreprise. Elle excellait dans son travail, trouvant un sens à sa vie à travers ses responsabilités et son amour pour David. Mais le destin, cruel, frappa à nouveau. Bernard, le second mari de Marie, mourut d'une maladie fulgurante. Anaïs, malgré les années de violence, organisa son enterrement, par respect pour sa mère. Cette perte, bien que moins personnelle, raviva les blessures du passé. Elle se demanda pourquoi la mort semblait la suivre comme une ombre. Les années suivantes furent marquées par des tragédies en cascade. Clara, la plus jeune sœur d'Anaïs, tomba gravement malade. Anaïs et David dépensèrent toutes leurs économies pour ses soins, mais Clara s'éteignit à 15 ans. Anaïs, dévastée, sentit son cœur se déchirer à nouveau. Elle priait, implorait, mais aucune réponse ne venait. Puis, l'impensable survint. David, son roc, succomba à une crise cardiaque soudaine à seulement 30 ans. Anaïs, enceinte de leur premier enfant, s'effondra. Elle accoucha seule, donnant naissance à une fille qu'elle prénomma Étoile, en mémoire de son père. Mais la perte de David la plongea dans une solitude abyssale. Quelques années plus tard, Sophie, une autre de ses sœurs, mourut dans un accident. Anaïs, désormais mère de 2 enfants, se regardait dans le miroir et ne reconnaissait plus la femme qu'elle était devenue. « Où ai-je failli, mon Dieu ?» murmurait-elle. La douleur était devenue une compagne constante, mais elle refusait de s'y abandonner. À 35 ans, Anaïs continuait son travail d'aide comptable, élevant seule Étoile et son petit frère, Lucas. Chaque jour était un combat, mais elle puisait sa force dans ses enfants. Elle leur racontait des histoires de son père, Étienne, et de David, leur père, pour qu'ils grandissent avec l'amour qu'elle avait reçu. Anaïs ne trouva jamais de réponse à ses questions sur la souffrance. Mais elle apprit à vivre avec. Elle s'impliqua dans sa communauté et dans d'autres familles en deuil, partageant son expérience pour leur donner du courage. Sa foi, bien que vacillante, devint un refuge. Elle ne comprenait pas pourquoi tant de malheurs l'avaient frappée, mais elle choisit de croire qu'il y avait un sens, même invisible. Un soir, assise avec ses enfants sous un ciel étoilé, Anaïs murmura « La vie nous brise, mais elle nous apprend aussi à reconstruire. » Étoile, désormais adolescente, serra sa main. « Tu es la plus forte, maman. » À 35 ans, Anaïs avait appris à naviguer dans un monde où la perte était une constante. Son travail d'aide comptable, bien que modeste,
lui permettait de subvenir aux besoins d'Étoile, 14 ans, et de Lucas, 8 ans. Leur petite maison, louée dans un quartier populaire de la ville, était un havre de simplicité. Les murs étaient ornés de dessins d'enfants et de quelques photos jaunies. Étienne souriant avec Anaïs sur ses épaules, David tenant un bouquet de fleurs le jour de leur fiançailles, et une image floue de Clara et Sophie riant sous un arbre. Ces souvenirs, à la fois doux et douloureux, étaient les piliers de la mémoire d'Anaïs. Mais les ombres du passé ne s'effaçaient jamais complètement. Étoile, adolescente sensible, commençait à poser des questions sur son père, David, et sur le grand-père qu'elle n'avait jamais connu. « Maman, pourquoi tout le monde part ?» demanda-t-elle un soir, alors qu'elle partageait une tasse de thé sous la véranda. Anaïs, prise de court, sentit une vieille blessure se rouvrir. « Je ne sais pas, ma chérie, » murmura-t-elle. « Mais ceux qu'on aime ne nous quittent jamais vraiment. Ils vivent en nous. » Lucas, plus jeune, était un garçon curieux, mais marqué par une timidité héritée des années difficiles. À l'école, il peinait à se faire des amis, et Anaïs s'inquiétait de le voir s'isoler. Elle passait ses soirées à lui lire des histoires, espérant lui transmettre la force qu'elle avait dû trouver en elle-même. Pourtant, elle se demandait souvent si elle était à la hauteur. La question qui la hantait, « Où ai-je failli, mon Dieu ?» revenait dans les moments de doute, comme un écho persistant. Un jour, alors qu'Anaïs triait de vieux papiers dans une boîte oubliée, elle tomba sur une lettre. L'écriture, tremblante mais familière, était celle de son père, Étienne. La lettre, datée de quelques mois avant sa mort, était adressée à elle. Les larmes aux yeux, Anaïs lut. « Ma petite Étoile. Si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là. La vie a été dure avec nous, mais tu es plus forte que tu ne le crois. Promets-moi de ne jamais baisser les bras, même quand tout semble perdu. Tu es mon trésor, et je veillerai sur toi, où que je sois. Ton papa, pour toujours. » Anaïs serra la lettre contre son cœur, submergée par une vague d'amour et de chagrin. Cette découverte raviva son désir de comprendre pourquoi tant de malheurs avaient frappé sa famille. Était-ce une malédiction, comme le murmuraient certaines vieilles femmes du village, ou simplement le hasard cruel de la vie? Elle décida qu'il était temps de chercher des réponses, non seulement pour elle, mais pour Étoile et Lucas, qui méritaient de grandir sans le poids de ses propres blessures.